Un matin comme un autre, Donald Trump a prononcé 3 mots qui ont secoué la planète. Cuivre, 50%. En quelques secondes, les marchés se sont effondrés, les fonderies canadiennes ont été submergées d'appels urgents et les usines américaines ont paniqué. Ce qui semblait être un coup politique est devenu une crise continentale. Mais ce qui inquiétait le plus, ce n'était pas le tarif, mais la réponse du Canada. Ce n'est pas seulement un conflit commercial, c'est une guerre silencieuse qui peut faire exploser vos factures, changer votre vote et redessiner la carte industrielle de l'Amérique du Nord. Êtes-vous sûr que le cuivre ne contrôle pas déjà votre vie? Partie 1. Le Big Bang des 50%. Tout commence 11 minutes après 8 heures du matin, heure de Washington, le 10 juillet. La caméra officielle filme un plan fixe sur le bureau, Resolute, tandis que les membres du cabinet se répartissent autour comme des dominos fraîchement alignés. Le secrétaire au commerce tambourine avec ses doigts, le conseiller à la sécurité nationale tapote un dossier qui sent encore le tonner et le secrétaire au trésor respire si profondément qu'il embue ses lunettes. Personne ne rompt le silence jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que le président entre, enveloppé dans l'éclat des flashs. Silence nucléaire. Puis la phrase qui brise tout, on fait du cuivre 50%. La sentence traverse la salle comme un projectile. Trump signe. L'encre brille encore quand les portails financiers crachent des titres en rouge. L'ordre, invoquant la clause 232 de la sécurité nationale, impose une surtaxe de 50% à chaque kilo de cuivre franchissant la frontière nord. Le texte cache un délai chirurgical. Bien que la signature date du 10 juillet, l'entrée en vigueur est programmée pour le 1er août. 21 jours de vertige qui, sur le marché des matières premières, équivalent à une vie entière. Wall Street ouvre 3 minutes plus tard et personne n'est prêt pour le séisme. Le contrat de cuivre au COMEX, qui à 8h09 affichait 5,26$ la livre, bondit de 13% en un seul coup de fouet et dépasse le record historique de 5,95. À Londres, la prime sur la tonne gonfle de 1 600$ et l'arbitrage résonne dans les salles de dérivés. Le Canada reçoit le choc comme un coup au ventre. 9 milliards 300 millions de dollars d'exportation de cuivre raffiné et concentré sont pris pour cible. Le circuit parfait, mine au Québec et en Colombie-Britannique, fonderie express, embarquement vers le Pacifique, escale à Shanghai, retour sous forme de câbles millimétriques aux usines du Midwest se fissure de haut en bas. Avec une taxe de 25%, chaque voiture assemblée à Détroit ajoutait déjà 6 000$ de plus. Avec la version à 50% cent, la facture explose en 5 chiffres et transforme chaque châssis en un rappel ambulant de la guerre commerciale. Les graphiques brillent d'une dent verticale qui perce des semaines de traces paisibles. 13% en quelques souffles. 90$ supplémentaires pour chaque 500 et 720 dans un véhicule électrique qui porte 80 kg de métal rouge. L'acheteur moyen ne voit pas les tics ni les cents, il voit le prix final de l'étiquette, la mensualité du prêt, l'hypothèque qui ne correspond plus. À Vancouver, le directeur logistique d'une multinationale réveille 100 dockers avec un sifflet parce que la manœuvre ne souffre aucun retard. Des conteneurs en route vers Tacoma doivent partir pour Busan avant minuit. À Singapour, un trader lance des couvertures à la bourse des futurs de Shanghai. En Ohio, un chef d'usine ouvre un courriel avec 3 points d'exclamation à la fin de chaque phrase. Et sur les réseaux, des milliers de petits investisseurs canadiens transforment mèmes et graphiques en tranchées virtuelles. La Maison-Blanche filtre la narration officielle avant la tombée de la nuit. Le tarif est présenté comme un mur patriotique, un bouclier pour récupérer emploi et vote dans la ceinture rouillée. Les médias favorables répètent ce mantra, mais la dissonance surgit chaque fois qu'un analyste ouvre l'appli bancaire et calcule le nouveau coût du câblage, des appareils électroménagers, du réseau en fibre optique qui éclaire son quartier. À 16h30, les courtiers estiment à 60 milliards de dollars l'inflation indirecte. Le Dow Jones monte de 300 points, porté par les minières nationales, et perd 400 dans l'automobile. C'est une danse de chiffres. Le cuivre cesse d'être un squelette silencieux dans l'électronique pour devenir l'étincelle flamboyante de la campagne. En Ohio, un journaliste demande à un ouvrier s'il changerait son vote pour 5$ de plus de l'heure. L'homme regarde le tapis roulant qui vient de s'arrêter et hausse les épaules. Partie 2. Le boomerang canadien. Le 22 juillet s'éveille sous un ciel exceptionnellement dégagé à Ottawa, comme si le temps ignorait la tension bouillonnante sous les coupoles gothiques du Parlement. Marc Carney, fraîchement nommé ministre des Finances, monte marche après marche jusqu'à la tribune de presse. Son pas résonne avec la précaution d'un funambule calculant chaque vibration. Face à la rangée de micros, il annonce d'une voix de cristal que le gouvernement utilisera tous les moyens pour protéger l'économie canadienne et qu'une riposte de 125 milliards de dollars canadiens est déjà rédigée, prête à être déployée. Les caméras captent l'expression d'incrédulité d'un correspondant, tandis qu'un bourdonnement collectif parcourt les rédactions de Toronto à New York.
La déclaration se propage comme une décharge sur les tables de change. Le dollar canadien gagne un demi-cent face au billet vert avant 9h30, puis avance encore d'un demi-cent lorsque Reuters divulgue l'ébauche des mesures. Une heure plus tard, Bloomberg affiche un graphique écarlate. Les contrats à terme sur le cuivre pour novembre cèdent de 6,6% car les traders anticipent un détournement massif de concentrés à destination de l'Asie. Dans le siège de Teck Resources, un bâtiment vitré reflétant les montagnes de Vancouver, la direction convoque un comité de crise. 3 murs débordent d'eau d'écran montrant les routes maritimes. Un technicien projette l'image d'un cargo échoué sur des cartes thermiques logistiques. La conclusion est sans appel, activer le plan Asia Express. Avant midi, des courtiers à Lima et Santiago reçoivent des appels frénétiques. L'approvisionnement qui descendait par train vers les fonderies de l'Ontario devra embarquer au Callao en direction de Busan et Yokkaichi. L'ordre porte le sceau rouge de l'urgence. Au quai de Prince Rupert, le changement de cap s'incarne en une chorégraphie industrielle. Les grues tournent à 90 degrés, les conteneurs arborant le logo rouge de la feuille d'érable sont soulevés et repositionnés. Des capitaines coréens négocient de nouvelles escales et les dockers canadiens tracent à la craie la ligne de réalignement sur le pont. La priorité est de gagner 7 jours de transit, autant qui peuvent séparer gains et pertes dans une courbe de contrats à terme. Ottawa, quant à elle, peaufine l'angle juridique de sa contre-attaque. L'équipe des affaires mondiales rédige un projet de plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Il cite des précédents depuis le dossier de l'acier brésilien de 2014 jusqu'aux différends sur l'aluminium en 2018. Annotant chaque clause avec la précision d'un chirurgien. À Genève, le personnel diplomatique canadien presse dans les couloirs et cafés du Palais des Nations. Un délégué de l'Union européenne murmure que le coup est si propre qu'il pourrait survivre au vide de l'organe d'appel bloqué. Tandis que la diplomatie tisse ses fils, les stratèges économiques ouvrent un front parallèle, la menace sur les pharmaceutiques. Des dossiers scellés détaillent un tarif potentiel de 200% sur les médicaments brevetés franchissant la frontière sud. Les chaînes de pharmacie révisent de leurs marges et anticipent un cycle d'approvisionnement accéléré. Le message à Washington est limpide. Le cuivre peut être la première pièce, mais aucune industrie n'est à l'abri si la balance penche trop. L'opinion publique s'enflamme comme une étincelle. À Montréal, les supermarchés impriment des affiches « Achetez canadien » et invitant les clients à signaler les produits américains pour les laisser en rayon. À Calgary, une émission de radio ouvre ses lignes téléphoniques saturées par les appels. Certains auditeurs évoquèrent la guerre de l'érable des années 70, d'autres le veto sur la viande bovine des années 90. Un camionneur de Nouvelle-Écosse résume le sentiment collectif au volant de son semi-remorque. S'ils augmentent le cuivre, on augmente le froid. Les sondages dans les rédactions révèlent un retournement en seulement 72 heures. Le rejet du tarif à 50% dépasse 80% chez les Canadiens et, surprise, pour les conseillers de campagne à Washington atteint 53% parmi les électeurs indépendants du Midwest américain qui craignent des voitures plus chères. Des analystes d'opinion commencent à dresser des cartes, des comtés où quelques dollars supplémentaires sur le prix final d'un monospace pourraient faire basculer tout le collège électoral. Parallèlement, les chiffres bruts se précisent avec un décimal chirurgical. Le volume des ventes canadiennes vers les États-Unis chute de 6,6% dans les 5 premiers jours d'application du tarif provisoire. En revanche, les exportations vers le reste du monde bondissent de 24,8%. Une étude interne de la Banque du Canada estime que pour chaque point de baisse sur le marché américain, l'Asie absorbera un point 7 avant Noël. Une avalanche de contrats à terme à la bourse de Shanghai confirme cet appétit. Au petit matin du 23, heure du Pacifique, les ports de Busan et Yokkaichi illuminent les radars avec l'écho de 2 navires transportant du concentré canadien. Les cargos arrivent avec 24 heures d'avance grâce à un système de relais en haute mer. La manœuvre fait l'objet de fils de discussion dans les forums maritimes et ouvre un chapitre de manuel en ingénierie logistique. Le Canada prouve que le coup frontal peut se transformer en courbe de boomerang qui revient avec une force amplifiée vers l'agresseur. À Washington, la réaction varie selon les couloirs. Le Pentagone appelle au calme et souligne qu'un Canada en colère pourrait revoir la coopération sur les minéraux critiques pour la défense. Le lobby agricole tremble à l'idée que les tarifs canadiens puissent rebondir sur le blé dur rouge ou le maïs. Le secteur pharmaceutique, jusqu'alors ignoré dans ce conflit, s'empresse de chiffrer le coût d'un surcroît de 200% sur les médicaments à rotation rapide. La presse donne un nom au phénomène et le baptise avec la force exigée par un titre en première page, le boomerang canadien. Des chroniqueurs économiques rappellent des légendes autochtones sur l'art de lancer et de récupérer la même arme. Métaphore parfaite d'un pays qui sait calculer les trajectoires à longue distance. Des émissions nocturnes montrent des cartes interactives où les routes du cuivre se courbent comme des flèches de feu de Vancouver jusqu'au détroit de Corée.
Pourtant, sous la clameur médiatique bat une inquiétude plus profonde. Chaque conteneur qui change de route implique un contrat non tenu, une police d'assurance renégociée, un emploi en suspens. Les syndicats métallurgiques de Chicago entrevoient un futur d'ordre fluctuant, la chaîne de production se tend. Sur les graphiques des analystes, la ligne pointillée indiquant la demande domestique commence à décrocher de celle marquant l'offre, et ce creux sombre s'appelle inflation. La République du cuivre, comme on commence à appeler le Canada renforcé par ses fonderies, lance un mot d'ordre qui se propage sur les réseaux. 2 mots, Buy Canada, soutenu par des dizaines d'influenceurs partageant des tutoriels pour tracer l'origine des câbles électriques dans les quincailleries. Une vidéo virale compare le son d'une pièce américaine tombant sur une table à la résonance plus grave d'une pièce canadienne, présentant cette note basse comme un symbole d'autonomie. À la tombée du jour sur la rivière Ottawa, le cabinet se réunit à nouveau. Chaque ministre expose des graphiques d'impact sectoriel et carnets, avec un regard oscillant entre rigueur académique et détermination politique, conclut que la partie ne se joue pas en jour, mais en narration. Ce sera l'histoire qui décidera si la riposte restera un acte de défense juste ou une étincelle d'une escalade sans fin. Dans un bureau silencieux de l'aile ouest, un conseiller glisse un rapport confidentiel sous la porte du président. 3 pages, 15 chiffres clés, un pronostic sombre des lecteurs indécis pouvant s'évaporer si les prix à la consommation continuent de grimper. Au-delà du brillant Resolute Desk, la nuit de Washington s'emplit d'interrogations. Le boomerang, inexorable, est déjà dans les airs et personne ne peut prévoir avec certitude où son tranchant se plantera. L'intrigue reste ouverte et grandit comme l'écho d'un tambour parcourant le continent. Le chronomètre marque le 12e jour depuis la signature originale et les colombes messagères des marchés lèvent les yeux au ciel attendant la prochaine explosion de chiffres. Le public politique ou n'empêche économique et géographique qui dévore les titres sait que le second acte a fait des victimes invisibles et forgé de nouveaux alliés. Mais le climax est encore loin. Une question s'affiche en lettres rouges sur l'écran. Y aura-t-il une limite à l'escalade ou assistons-nous au prélude d'une guerre commerciale totale ? L'ombre descend des 2 côtés de la frontière dans un silence dense. Les satellites, suivant les embarquements, dessinent des constellations de routes inattendues et le cuivre, autrefois silencieux, rugit désormais dans chaque diode, chaque câble, chaque claquement électrique traversant un continent embrasé par une riposte à peine commencée. Partie 3. L'onde expansive. L'écho du tarif douanier ne résonne plus seulement dans les bourses ni dans les chancelleries. Il a franchi les murs des usines et le seuil des foyers. L'un des premiers endroits où l'on perçoit ce bourdonnement métallique est Dearborn, dans le Michigan. Là, dans la pénombre d'un hangar où l'on assemble des camionnettes hybrides, un ingénieur de Ford déplie un lot de commandes et découvre le nouveau chiffre imprimé en rouge. Chaque 500 que le cuivre grimpe ajoute 90$ au coût des 80 kilos de câbles et moteurs contenus dans un véhicule électrique. Les ateliers de tôlerie calculent leurs marges avec un soupir. La chaîne avance 12 secondes plus lentement, tandis que le contremaître consulte sa montre. Au sud, à Fremont, Tesla interrompt une réunion sur les batteries et en ouvre une autre sur les marges. Un algorithme s'exécutant dans le cloud prédit que chaque modèle 3 subira une hausse de 670$ si la livre dépasse 6. Des alertes sont envoyées aux fournisseurs dans 5 fuseaux horaires. Revoir les contrats, renégocier les clauses, avancer les livraisons avant que la surtaxe canadienne ne contamine toute la courbe. Les courriels voyagent en priorité haute et sont lus d'une traite sur des téléphones qui vibrent, sur des bureaux au design minimaliste. Pendant que les constructeurs automobiles luttent pour chaque dollar, à Phoenix, un promoteur immobilier contemple un terrain desséché. Une rangée de pelleteuses aurait dû commencer la fondation de 200 maisons jumelées, mais les permis ont été gelés. L'Association nationale des constructeurs de logements estime un surcoût moyen de 10 900$ par maison si le cuivre continue à monter. Dans les États du Sunbelt, où la fibre optique et le câblage de la climatisation font exploser la demande du métal rouge, les crédits relais commencent à ressembler à des cordes raides. Le promoteur reporte le chantier, 500 journaliers consultent leurs messages dans l'attente d'un signal qui pour l'instant ne vient pas. Le secteur énergétique ressent la vibration dans son pacemaker haute tension. Sur les rives du fleuve Columbia, des ingénieurs d'une société de services publics révisent le budget d'une ligne HVDC destinée à évacuer l'énergie éolienne. 5 tonnes de cuivre par mile se traduisent donc par des centaines de millions supplémentaires lorsque le marché londonien dépasse de 1000$ la tonne celui de New York. Le conseil d'administration débat pour savoir s'il faut répercuter cette hémorragie sur la facture. Un directeur financier avertit qu'une augmentation de seulement 2% sur la facture ferait la une des journaux populistes sur les tarifs. La décision est reportée, mais la courbe des contrats à terme n'attend personne. Depuis les gratte-ciel de Manhattan, les banques émettent des diagnostics qui tombent comme des poignards courbes.
UBS, dans une note de 10 pages, chiffre à 4,2 milliards de dollars le coût agrégé pour les fabricants d'ici la fin du trimestre, tant que le spread entre le LME et le COMEX reste supérieur à 1000 dollars. Un analyste trace un graphique où la ligne bleue du bénéfice industriel plonge d'un demi-point de pourcentage pour chaque augmentation de 100 dollars la tonne. JP Morgan, de son côté, prévoit un retrait d'un demi-point du PIB au 4e trimestre si les tarifs et la riposte canadienne persistent. Un commentateur télévisé décrit le phénomène comme un stéroïde inverse. Il fait monter le prix nominal tout en affaiblissant les muscles de la production. Les indices boursiers deviennent le thermomètre d'une fièvre qui monte et descend sans chiffres stables. Freeport-McMoRan, grisé par l'euphorie des prix, gagne 5% en une seule séance. Au nord du parallèle 49, le TSX Materials saigne car les minières de moyenne craignent la double lame d'un marché interne rétréci et des frais de transport de l'autre côté du Pacifique. Les fonds macro trouvent de l'or dans l'arbitrage, achètent des contrats à terme à Londres, vendent à New York, financent avec ce différentiel des cycles complets de fusion à Jiangxi. C'est une danse au millième de seconde où chaque clic peut valoir une Camaro sortie tout droit de la chaîne. À l'autre bout de la chaîne, les conteneurs obéissent aux algorithmes de réacheminement. Les compagnies maritimes activent des plans B écrits en petits caractères et promettent de rediriger la cargaison en moins de 24 heures. Un navire qui partait de Halifax à destination de Newark change de cap vers Valence. Un autre, qui traversait le détroit de Juan de Fuca, bifurque vers Yokohama. Les ports deviennent des échiquiers inversés, les pièces s'écartent du roi pour éviter une capture tarifaire. Partie 4, plateau global et finale ouverte. Les projecteurs du Palais des Nations scintillent sur un lac Léman si calme qu'il pourrait être confondu avec du cristal fondu. À l'intérieur, les couloirs se remplissent de chuchotements en français, anglais et espagnol. Chaque délégation porte des dossiers épais portant l'inscription DS635, le différend opposant le Canada et les États-Unis au sujet du cuivre. Mais la Cour suprême du commerce mondial est en agonie. L'organe d'appel est bloqué depuis des années et Genève est en pause. Sans arbitre pour rendre un jugement, le plateau de l'OMC devient un salon de miroirs où la rhétorique importe plus que le verdict. Les diplomates canadiens le savent et profitent de l'immobilité pour multiplier l'usure. Chaque interview avec la presse répète le même mantra. Sans arbitre, l'attaquant se juge lui-même. Alors que ces mots se diffusent sur les écrans des aéroports, un air d'instabilité s'étend sur le globe. Tokyo se demande si les tarifs sur le cuivre pourraient se répercuter sur le lithium. Berlin craint pour les plaquettes de silicium. Le Mexique, qui exporte tomates et pièces automobiles vers les deux géants, calcule d'une main tremblante l'impact d'une guerre commerciale nord-nord. La menace en cascade se dessine comme une ombre allongée sur des secteurs qui n'auraient jamais imaginé une blitzkrieg tarifaire. Pharmaceutique, puces électroniques, aliments transformés. Ottawa filtre un document avec des listes codées par couleur. En rouge vif apparaissent des médicaments brevetés américains. En ambre, les processeurs destinés à l'assemblage de serveurs en Ontario. En gris foncé, les biscuits emballés qui peuplent les rayons des supermarchés au Québec. Le message est clair, si Washington monte les enchères, le Canada répondra avec une symphonie de tarifs. Les marchés lisent cette symphonie comme une partition de suspense. Le cuivre n'est plus seulement un métal conducteur, c'est une particule subatomique de toute chaîne de valeur. Une rumeur sur des tarifs sur les puces fait bondir l'indice de Philadelphie qui monte et descend comme un cardiogramme d'athlète. Le Nasdaq combine sociétés minières et entreprises de biotechnologie dans la même tempête de chiffres. Les algorithmes sautent entre positions défensives et paris spéculatifs. Et le VIX, ce baromètre de la peur, gonfle au niveau le plus élevé depuis le printemps 2023. Au sommet du pouvoir politique, deux chemins se bifurquent comme des bras d'un fleuve qui emportent tronc et manifestation. Le premier, baptisé désescalade éclair, naît des stratèges qui craignent une hémorragie de voix. Ils estiment qu'une hausse de 3/10 de l'IPC suffirait à défaire la mince majorité dans les États clés. Ils présentent au président un mémorandum de 2 pages. Ils concluent que le retrait partiel du tarif sur le cuivre, combiné à des subventions à la production nationale, sauverait le récit patriotique sans étouffer les consommateurs. Sous la lumière froide du bureau ovale, l'idée semble raisonnable, mais elle se heurte à l'identité agressive que le président a cultivée. Le second chemin porte un nom incendiaire, guerre commerciale totale. Ses partisans croient qu'un durcissement de la ligne galvanisera la base électorale et forcera le Canada à céder avant les élections. Ils proposent de lancer des tarifs historiques au-delà de 20% sur une douzaine de secteurs.
Il prône la révocation des licences d'importation et l'obligation pour les entreprises américaines de relocaliser leurs chaînes en 18 mois. Le plan se lit comme une feuille de route des années 1930 adaptée au circuit 5G. Ceux qui le défendent évoquent des discours sur la grandeur manufacturière et prononcent des mots avec la lourdeur des grenades. Souveraineté, réindustrialisation, châtiment exemplaire. Hors des salons moquettés, la réalité se tord en chiffres quotidiens. Dans une concession d'Indianapolis, un vendeur calcule devant un client le prix d'un pick-up avec un supplément de 6 000 $. La peau humide sur le front, il regarde la calculatrice et avertit qu'il ne pourra pas offrir la remise habituelle. Sur un chantier à Las Vegas, le contremaître tient le plan d'une maison avec 4 câbles et demande à l'ingénieur combien coûtera l'installation du réseau électrique. 20 000 $ de plus, répond l'ingénieur et inscrit un chiffre qui plisse le regard du contremaître. Les questions de la rue montent d'un comme une vapeur jusqu'à la sphère médiatique. Payeras-tu 6 000 $ de plus pour ta voiture et 20 000 pour ta maison pour soutenir un mur tarifaire d'une autre époque ?